Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons étudier ça. Il s'agit d'un roman écrit par Stephen King publié en 1986. L'action se passe aux États-Unis et plus exactement dans la ville de Derry. À l'automne 1957, Bill, 10 ans, fait un bateau pour son frère George qui a alors 6 ans. Pour l'avoir, le petit frère doit aller chercher de la paraffine dans la cave, bien qu'il ait peur de cet endroit. Il y va quand même et son frère lui donne le bateau de papier. George sort dehors pour faire naviguer le bateau dans la rue. Le bateau tombe dans une bouche d'égout. Il y voit un clown qui lui fait la discussion. Il dit s'appeler Monsieur Bob Gray ou alors Ipsou le clown. Le clown lui propose de lui rendre son bateau et de lui donner un ballon. En tendant le bras, George se le fait arracher et il meurt. L'action se déroule ensuite en 1985. Stanley Uris est marié à Patricia. Après avoir reçu un coup de fil de Mike, Stan décide de prendre un bain. Sa femme veut venir le voir, mais la porte est fermée. Avec un double des clés, elle entre et elle trouve son mari suicidé dans la baignoire et le mot « ça » écrit avec son sang sur le mur. Mike appelle Richie. Ce dernier lui dit qu'il va venir. Mike appelle ensuite Ben. Avant de partir, Ben se saoule dans un bar et il donne $3 d'argent pour les enfants du barman. Il avait donné le 4e dollar à Bill quand il était enfant. Mike appelle également tous les autres personnages qui constituaient le club des ratés. Eddie a une femme qui s'appelle Mira qui ne veut pas le laisser partir car elle a peur de ne pas être efficace toute seule dans son travail de chauffeuse de taxi pour Star. Beverly est la compagne d'un homme violent qui s'appelle Tom. Ce dernier est en colère à cause du coup de fil qu'elle vient de recevoir et à cause de la cigarette qu'elle fume alors qu'il lui avait interdit de fumer. Il veut la battre, mais Beverly, pour la première fois, se défend. Bill est en couple avec une star de cinéma qui s'appelle Audra. Ces personnages ont tout oublié de leur enfance, ce n'est que le coup de fil de Mike qui fait ressurgir certains éléments du passé. Aucun ne dit explicitement à leur entourage la raison de leur départ. Nous sommes de retour en 1958. C'est le début des vacances d'été. Ben écrit un haïku à Beverly qu'il ne signe pas. Ben se fait courser dans la ville par une bande de garçons car il n'a pas voulu aider Henry lors de son interrogation finale. Henry a eu une mauvaise note et il faudra qu'il suive des cours cet été. La bande d'Henry est principalement constituée de Huggins et de Victor. Une fois Ben attrapé, Henry veut écrire son nom sur le ventre de Ben. Il n'a le temps que d'écrire le H avant que Ben parvienne à s'enfuir. Ben va dans les friches et la bande de garçons le suivent. Il arrive à les semer, mais le groupe d'Henry s'en prend à d'autres garçons qui seront des éléments du club des ratés. En rêvant, il se souvient qu'un jour, il a dû partir plus tard de l'école car il a aidé sa maîtresse. Il est rentré à pied et au niveau du canal, il a vu une momie avec un costume de clown sur la glace. En se réveillant, Ben s'approche des garçons qui se font embêter par la bande à Henry. Il trouve Eddie qui souffre d'une crise d'asthme et qui a besoin de son médicament qu'il n'a plus. Ben surveille ce garçon tandis que Bill va à la pharmacie. Bill s'achète un vélo qu'il appelle Silver. Depuis le meurtre de George, les parents de Bill sont distants avec lui. Bill va dans la chambre de son frère et feuillette l'album photo. Sur une photo, il voit son frère cligner de l'œil et du sang couler de la photographie. De son côté, Mike est envoyé dans un champ par son père pour amener un souvenir. En s'approchant d'un trou, il voit un oiseau géant. Il se fait courser avant de se cacher dans la cheminée. Au bout d'un moment, l'oiseau n'est plus là. Ben aide les garçons du club des ratés à construire un barrage dans les friches. Ils seront obligés de le détruire peu après car un homme se plaint du barrage qui fait refluer les eaux usées dans les maisons.
Bill décide de leur raconter ce qu'il s'est passé avec l'album photo. Tout le monde dit ce qu'il s'est passé pour leur cas. Eddie dit avoir été un jour au 29 Nable Street. Il y a rencontré un vagabond au visage déformé par une maladie. Cet homme aurait la lèpre et il a proposé à Eddie de lui tailler une pipe. Quelque temps plus tard, Eddie retourne dans cet endroit. Il y revoit un lépreux avec des habits de clown. Il parvient à s'enfuir pour la seconde fois. Richie va avec Bill dans la maison de ce dernier pour voir l'album photo. Bill se rend compte que la photo de classe de George n'est plus là. Il y a une photo du centre-ville de Derry avec eux deux dessus. Sur cette photo, les personnages bougent. Le Bill de la photo se fait attraper par un clown. Le vrai Bill plonge ses doigts dans la photo, ce qui lui provoque des coupures aux doigts. Richie, Bev et Ben vont au cinéma pour voir un film de loup-garou. À la sortie, ils croisent le groupe d'Henry. Ils se battent et les trois enfants arrivent à s'enfuir. Quelques jours plus tard, Richie et Bill vont au 29 Nable Street. Ils entrent dans la maison, mais un loup-garou les attaque. Il attrape Bill, tandis que Richie est en train de tirer son ami de son côté. Richie fait une imitation de personnage de cinéma, ce qui fait lâcher le loup-garou. Ils arrivent à distancer la créature grâce à un revolver et à de la poudre à éternuer. Ils arrivent à se sauver. De son côté, Beverly entend des paroles dans le lavabo et du sang jaillit du siphon du lavabo. Bev hurle et son père vient voir ce qui se passe, mais il ne voit pas le sang. Beverly se fait frapper par son père. Le lendemain, Beverly retrouve Ben, Stan et Eddie. Elle leur dit ce qu'elle a vu. Les garçons l'aident à nettoyer la salle de bain et ils vont au lavomatique. Quelque temps plus tard, Beverly prendra un mètre ruban et l'enfoncera dans l'évier. Le ruban se déroulera et se réenroulera tout seul et il sortira plein de sang. Stan raconte qu'il est passé près du château d'eau. La porte était ouverte et il y est entré. Il a entendu quelqu'un qui jouait de l'orgue et Stan, curieux, a commencé à monter les marches. Il a entendu les pas des enfants morts. Quand il a voulu sortir, il a trouvé la porte fermée et il n'arrivait plus à l'ouvrir. Il a pris son livre sur les oiseaux et s'est mis à réciter les noms d'oiseaux. La porte est alors ouverte et il a pu s'enfuir. Le père de Mike raconte à son fils son passé dans l'armée. Il raconte le racisme des supérieurs et les injustices dont il a été victime. Il parle à son fils du Black Spot, une sorte d'espace de détente qui peut être assimilé à un bar créé par les Afro-Américains pour eux car ils n'avaient pas le droit d'entrer dans les bars des Blancs. Un jour, les membres du Ku Klux Klan ont mis le feu à ce baraquement. Beaucoup de personnes ont brûlé, mais le père de Mike a réussi à s'en sortir. Une fois dehors, le père de Mike dit avoir vu un oiseau géant. Après sa prime d'invalidité, le père de Mike s'est installé à Derry. Par jalousie et par racisme, Butch Bowers, le père d'Henry, a empoisonné ses poules. Un jour, pour avoir la paix, le père de Mike a fait peur à Butch avec son arme. Butch l'a laissé tranquille, mais il continue de parler mal de cet homme devant son fils Henry, et il y a la mort du chien de la famille de Mike qui paraît trouble. Nous sommes de nouveau en 1985. Tous les enfants devenus maintenant des adultes, sauf Stan, se retrouvent à Derry. Mike leur dit qu'une nouvelle série de meurtres vient d'être commise. Il y a par exemple Adrien Mullen, qui a été jeté dans le canal par un groupe de jeunes homophobes. Un des agresseurs et le compagnon d'Adrien disent avoir vu Adrien se faire ensuite agresser par un clown. Mike remarque que depuis qu'ils ont quitté Derry, les membres du club ne se souviennent plus de ce qu'il s'est passé. La mémoire leur revient peu à peu en s'échangeant des parcelles de souvenirs. Les membres qui ont quitté Derry ont tous réussi leur vie, alors que cela n'est pas le cas de Mike qui est resté sur place. Un autre point commun est qu'aucun d'eux n'a d'enfant. Dans le restaurant où ils sont réunis, la serveuse leur sert des gâteaux, mais ces gâteaux contiennent tous des choses bizarres qui les effraient. Ils se dispersent et se donnent rendez-vous un peu plus tard. Ben se rend à la bibliothèque où il voit le clown. Un homme lui dit que le fait de fondre de l'argent pour en faire une balle ne fonctionne pas comme le montrent les films. Cela ne fait que de la grenaille.
Eddie se rend au terrain de baseball. Il y voit Huggins qui a été tué, puis le lépreux, avant de voir encore d'autres morts. Bev se rend à son ancien appartement. Elle voit le nom de son père et sonne. Une vieille dame vient lui ouvrir et lui dit que son père est mort. Elle entre, mais la dame se transforme en sorcière, puis en son père. Bev parvient à s'enfuir. Richie se rappelle d'une statue qu'il avait agressée quand il était enfant. Cette fois-ci, le clown a pris sa place et cette statue lui parle. Bill retrouve Silver dans un magasin, il l'achète et part avec. Mike trouve la tête de Stan en allant chercher des bières. Pour sa part, Henry est enfermé dans un asile car on le croit responsable de la mort de tous les enfants tués par le clown, alors qu'il n'est responsable que du meurtre de son père. Henry entend la lune lui parler et qui lui dit d'aller tous les tuer. Une nuit, Henry voit Victor dans sa cellule et il l'aide à s'échapper de l'asile. Tom, le compagnon de Beverly, arrive chez Kay, qui est une amie de Bev. Il la bat pour savoir où est sa femme. Au bout d'un moment, Kay lui dit la vérité. Tom décide d'aller à Derry. De son côté, Audra part rejoindre Bill. Nous sommes de retour en 1958. Henry et sa bande poursuivent Mike. Ils vont vers les dépôts de chemin de fer. Ils tombent sur le club des ratés. Ils se bagarrent avec des cailloux et le club des ratés gagne. Mike dit au club des ratés avoir vu lui aussi le clown. Il dit l'avoir vu dans une de ses parades. Le club creuse un trou dans la terre qu'il recouvre de planches et de mousse. Mike passe au club un album où son père regroupait tous les articles où le clown est montré. Sur une des photos, le clown bouge et court sur eux. Stan referme l'album. Les membres du club font la cérémonie de la petite fumée dans une espèce de grotte pour en savoir plus sur ça. Beaucoup ne tiennent pas. Il ne reste plus que Mike et Richie. Inconsciemment, ils quittent la grotte pour aller dans les friches. La scène s'est passée il y a des millions d'années. Ils voient le vaisseau spatial de ça s'écraser par terre et faire fuir les animaux. Ce vaisseau est tombé à l'endroit où sera construite la ville de Derry. Les deux enfants ne peuvent pas continuer leur vision car ils sont réveillés par les autres enfants. Un jour, Eddie va chez le docteur Keane qui lui dit que son médicament pour l'asthme est un placebo. Un peu plus tard, il croise la bande à Henry. Henry se bat avec lui car il n'a pas apprécié la raclée que lui a mis le club des ratés la dernière fois. Henry finit par casser le bras d'Eddie. Eddie va à l'hôpital. Sa mère vire le club des ratés car elle pense qu'ils sont la cause indirecte de tout cela. Pour la première fois, Eddie fait face à sa mère. Il veut que la prochaine fois, elle laisse ses amis entrer. Il obtient ce droit contre le fait qu'il continue à prendre son médicament qui est un placebo. Un jour, en se promenant, Beverly a trouvé le groupe d'Henry dans la décharge en train de faire flamber leur paix. Elle a également vu Patrick faire une branlette à Henry. Elle a vu également Patrick s'arrêter au niveau d'un frigo. Patrick est un psychopathe. Il a déjà tué son petit frère et dans le frigo, il a déjà enfermé plusieurs animaux. Cette fois-ci, en ouvrant le frigo, Patrick tombe sur des sangsues géantes volantes. Ça emmène Patrick. Beverly les suit et amène ensuite ses amis près d'une entrée d'égout. Le groupe décide de ne pas se laisser faire par ça et il fabrique des billes d'argent. Le club des ratés va au 29 Nable Street. Il rencontre ça sous la forme d'un loup-garou. Ben est blessé. Bev tire sur le loup-garou, le blesse mais ne le tue pas. Ça part mais menace de les tuer plus tard. Nous sommes de retour en 1985. Les membres du club partent se coucher, mais ils laissent Mike seul à la bibliothèque. Henry arrive à la bibliothèque, il blesse Mike avec un couteau. Bev parle de son père à Bill. Après avoir joué à chat perché avec ses amis quand elle était jeune, son père l'a pris et l'a battue. Il lui a demandé d'enlever son pantalon pour voir si elle était encore vierge. Elle ne s'est pas laissée faire et elle s'est enfuie de la maison. Son père l'a poursuivie même dans la rue. Elle l'a semée, mais Henry et sa bande l'ont vue et l'ont poursuivie. Bill et Bev adultes rentrent à leur hôtel et font l'amour. Bev se souvient alors d'avoir couché avec eux tous quand elle était adolescente.
Nous sommes de retour en 1958. Henry et ses amis pourchassent Bev. Henry a maintenant un couteau avec lequel il vient de tuer son père. Bev se cache dans le club souterrain où elle trouve Ben. La bande d'Henry est au-dessus d'eux et manque de faire craquer les planches et de tomber sur eux. Bev lui dit qu'elle a deviné que c'était lui qui a écrit le poème. Bev et Ben sortent de la cachette pour pouvoir avertir les autres. Ils y arrivent, mais la bande à Henry les a suivis. Henry les pourchasse dans les égouts. Le club des ratés croise un œil géant, puis un oiseau qui les attaque. Ils vont ensuite dans l'antre de Ça. Ça leur apparaît sous la forme d'une araignée. Celle-ci descend de sa toile qui contient les corps des personnes tuées et cette araignée vient les voir. L'araignée s'en prend à Bill. Ensemble, ils ont un dialogue sans que personne ne les entende. C'est un dialogue mental, c'est de la télépathie. La tortue, qui est l'ennemi de Ça, arrive et donne des conseils à Bill. Ce dernier répète la phrase sur l'archiduchesse, qui est « Les chemises de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches ». Cette phrase déstabilise Ça. Bill mord la langue de l'araignée grâce à son esprit dans le but de la faire mourir. Ses amis ramènent Bill à la réalité. L'araignée se retire et tout s'écroule. Bill se demande si l'araignée est bien morte. Ensuite, les enfants se perdent dans les égouts. Une des manières pour retrouver le chemin consiste dans le fait que Bev couche avec tous les garçons. Elle le fait, ils arrivent à sortir des égouts. Ils font un pacte avec leur sang, ils devront revenir si ça recommence. Nous sommes maintenant en 1985. Le clown envoie un taxi à Henry. Le conducteur est Huggins, qui est pourtant mort. Henry lui exprime ses regrets quant au fait de s'être sauvé dans les égouts quand Ça a attaqué Huggins et Victor. Huggins le mène jusqu'à l'hôtel. Henry décide de passer en premier lieu dans la chambre d'Eddie. Ce dernier lui ouvre la porte. Henry se jette sur lui. Eddie ne se laisse pas faire et tue Henry. Eddie appelle ses amis pour leur faire part de cette mort. Bev téléphone à la bibliothèque pour avertir Mike de la mort d'Henry, mais Bev tombe sur un policier qui lui dit que Mike est blessé. Dans son hôtel, Tom fait un cauchemar et entend une voix lui parler. Audra, qui est dans un hôtel voisin, fait elle aussi un cauchemar. Elle voit le clown sur la télévision et elle s'enfuit. En sortant de l'hôtel, elle tombe sur Tom. Le groupe des ratés adultes décide d'aller dans les friches. Bill voit George qui lui reproche sa mort. Il arrive à le faire partir en répétant la fameuse phrase « Les chemises de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches ». Ils arrivent à repasser par la petite porte pour aller dans l'antre de Ça. Ça leur apparaît encore sous la forme d'une araignée et est sur la toile. Ben comprend que c'est une femelle et qu'elle va bientôt mettre bas, ce qui rend urgent sa mise à mort. Bill parle avec l'araignée comme il l'avait fait quand il était enfant. Les corps d'Audra et de Tom sont sur la toile. Richie arrive à rejoindre Bill et l'araignée. Richie lui mord la langue, il arrive à rire et à faire des imitations, ce qui déstabilise l'araignée. Eddie veut faire quelque chose. Il prend son inhalateur et met de son médicament sur l'araignée. Elle ferme sa gueule et lui arrache le bras. L'araignée s'éloigne, mais les membres du club des ratés poursuivent l'araignée. Bill lui fait exploser le cœur, ce qui la fait mourir. Bill récupère le corps d'Audra qui est en catatonie. Il laisse Eddie sur place car il est mort. Ils arrivent à sortir de l'égout. Bill met Audra sur Silver et fonce à toute vitesse, ce qui fait sortir Audra de sa catatonie. Le club des ratés est composé de 7 membres. Il y a Bill, Ben, Bev, Richie, Eddie, Mike et Stan. Ils ont tous des points positifs. Ainsi, Bill est le chef du groupe, c'est lui qui prend des décisions. Ben est doué en architecture. Bev est à droite. Richie sait faire des imitations. Eddie a le sens de l'orientation. Mike se souvient de tout. Et Stan aime les oiseaux. Ces membres ont également des points négatifs ou alors ils ont quelque chose que les autres leur reprochent. Ainsi, Bill bégaie. Ben est en surpoids, Bev a peur de son père, Richie dit trop souvent son avis et il a une mauvaise vue,
Eddie est psychosomatique. On reproche à Mike ses origines afro-américaines et on reproche à Stan d'être juif. Les membres ont également des problèmes avec leur famille. Au sujet de Bill, son frère est mort et ses parents le délaissent. Au niveau de Ben, son père est décédé. Bev se fait battre par son père. La mère d'Eddie a le syndrome de Munchausen par procuration. Au sujet de Mike, ses parents ont été victimes de discrimination. Par contre, il n'y a rien à dire vis-à-vis des familles de Richie et de Stan. Ça a plusieurs caractéristiques. Ça a une période d'éveil d'environ 1 an et demi tous les 27 ans. Ça existe depuis très longtemps. Il existait même avant la création de l'univers. Ça peut prendre n'importe quelle forme en fonction des peurs des enfants. Leurs peurs sont souvent tirées soit de ce qu'ils ont vu au cinéma ou alors des événements passés. Ça peut tuer des adultes, mais ils préfèrent les enfants car leurs peurs sont moins complexes. Ça aime les enfants qui sont pétrifiés de peur. Ainsi, il n'aime pas les blagues et le rire de Richie. Il n'aime pas quand Stan lui récite les noms d'oiseaux. Il n'aime pas non plus quand les garçons prennent la fuite, car cela signifie que la survie est supérieure pour eux à la peur. Ça se présente aux enfants sans qu'ils l'aient demandé. Une fois qu'ils l'ont vu, ce n'est pas à eux de partir. Le club des ratés est une exception. Il leur arrive d'aller voir ça de manière volontaire, avec le souhait de le tuer. Et pour s'éloigner de lui, ils fuient. Ça est composé de lumières mortes. Quand ça a trouvé une victime, les lumières mortes étincellent dans les yeux de ces différentes formes. Les voir plonge les victimes dans la catatonie. Les lumières mortes sont aussi un lieu où sont les personnes tuées par ça. Le clown sait comment attirer les enfants. Pour ça, il met souvent son habit de clown, il leur offre des ballons, il leur fait sentir des odeurs alléchantes, par exemple des odeurs de cirque, alors qu'en fait ça pue. Ça attire les enfants en leur mentant ou en se présentant de manière sympathique dans un premier temps. Ça repère les faiblesses ou les volontés des enfants. Ainsi, il tendra le bateau en papier à Georgie car il le veut. Ça utilise la curiosité des enfants. Ça peut également se montrer directement sous une forme terrifiante pour tétaniser l'enfant. Ça préfère s'attaquer qu'à un seul enfant à la fois, ce qui ne sera pas toujours le cas pour le club des ratés. L'unique façon de tuer ça présentée dans le livre est le rituel de Chud. C'est un combat invisible, il s'agit d'un combat de volonté. Pour y arriver, il faut vaincre ses peurs ou faire quelque chose qui apparaît comme impossible à l'enfant. Bill ainsi affrontera son bégaiement. Lors de ce rituel, il ne faut pas avoir peur de ça, ainsi Richie fera des blagues et rigolera. Lors de ce rituel, il faut aussi croire que certaines choses sont des armes alors qu'elles ne le sont pas réellement. Ainsi, Eddie se servira de son médicament pour l'asthme afin de blesser ça. Un clown se tenait dans l'égout. L'éclairage n'y était pas fameux, mais néanmoins suffisant pour que George Denbrook n'ait aucun doute sur ce qu'il voyait. Un clown, comme au cirque ou à la télé, un mélange de Bozo et Clarabelle. Celui ou celle, George n'était pas très sûr, qui parlait à coups de trompe dans les émissions du dimanche matin. Le visage du clown était tout blanc. Il avait 2 touffes marrantes de cheveux rouges de chaque côté de son crâne chauve et un énorme sourire clownesque peint par-dessus sa propre bouche. Il tenait d'une main un assortiment complet de ballons de toutes les couleurs, comme une corne d'abondance pleine de fruits mûrs. Et dans son autre main se trouvait le bateau en papier journal de George. « Tu veux ton bateau, Georgie ?» dit le clown avec un sourire. George lui sourit à son tour. Il ne put s'en empêcher. C'était le genre de sourire auquel on ne pouvait faire autrement que de répondre. « Oui, bien sûr, je le veux. »« Bien sûr, je le veux, » fit le clown en riant. « Voilà qui est bien dit, très bien dit. Que penserais-tu d'un ballon ?»« Eh bien, oui. » Il tendit une main hésitante, puis se reprit. « Je ne dois pas prendre les choses que me donnent des étrangers. C'est ce que papa m'a dit. » « Ton papa a parfaitement raison, » admit le clown, du fond de son égout, toujours souriant.
Comment ai-je pu croire, se demandait George, qu'il avait les yeux jaunes. Ils étaient d'un bleu brillant et pétillant, comme ceux de sa mère ou de Bill. Parfaitement raison. C'est pourquoi je vais me présenter. Georgie, je m'appelle Monsieur Bob Gray, aussi connu sous le nom de Gripsou le clown cabriolant. Gripsou, je te présente George Denbrook. George, je te présente Gripsou. Eh bien voilà, nous ne sommes plus des étrangers l'un pour l'autre, pas vrai? George pouffa. C'est vrai. Il tendit de nouveau la main et de nouveau la retira. Comment t'es descendu là-dedans? La tempête nous a balayés, moi et tout le cirque, répondit Gripsou. Ne sens-tu pas l'odeur de cirque, Georgie? Georgie se pencha. Ça sentait les cacahuètes grillées, et le vinaigre, ce vinaigre blanc que l'on verse sur les frites d'une bouteille avec un petit trou. Ça sentait aussi la barbe à papa et les beignets frits, tandis que montait, encore léger, mais prenant à la gorge, l'odeur des déjections des bêtes fauves, sans oublier celle de la sueur. Et cependant, en dessous flottaient les senteurs de l'inondation, des feuilles en décomposition, et de tout ce qui grouillait dans l'ombre de l'égout, odeur d'humidité et de pourriture, l'odeur de la cave. Mais les odeurs du cirque étaient plus fortes. Tu parles si je les sens, exclama-t-il. Tu veux ton bateau, Georgie? Demanda Gripsou. Tu n'as pas l'air d'y tenir tant que ça, ajouta-t-il en le soulevant avec un sourire. Il était vêtu d'un ample vêtement de soie fermé d'énormes boutons orange. Une cravate d'un bleu électrique éclatant pendait à son cou, et il y avait de gros gants blancs comme ceux que portent toujours Mickey et Donald. Si, j'y tiens, dit George, toujours penché sur l'égout. Veux-tu aussi un ballon? J'en ai des rouges, des verts, des bleus, des jaunes. Est-ce qu'il flotte? S'il flotte, le sourire du clown s'élargit. Et comment? J'ai aussi de la barbe à papa. George tendit la main. Le clown la lui prit, et George vit changer le visage de Gripsou. Ce qu'il découvrit était si épouvantable qu'à côté, ses pires fantasmes sur la chose dans la cave n'étaient que des féeries. D'un seul coup de patte griffue, sa raison avait été détruite. Il flotte, chantonna la chose dans l'égout d'une voix qui se brisa en un rire retenu. Elle maintenait George d'une prise épaisse de pieuvre. Puis elle l'entraîna dans l'effroyable obscurité où grondaient et rugissaient les eaux, emportant leur changement de débris vers la mer. George retourna tant qu'il put la tête des ultimes ténèbres et se mit à hurler dans la pluie, à hurler inconsciemment au ciel blanc d'automne qui faisait ce jour-là comme un couvercle au-dessus de Derry. Des cris suraigus, perçants, qui, tout au long de Witcham Street, précipitèrent les gens à leurs fenêtres ou sous leurs porches. Il flotte, gronda la voix. Il flotte, Georgie, et quand tu seras en bas avec moi, tu flotteras aussi. L'épaule de Georgie vint buter contre le rebord en ciment du trottoir, et Dave Gardner, resté chez lui à cause de l'inondation au lieu d'aller travailler comme d'habitude au show-boot, ne vit qu'un petit garçon au ciré jaune qui hurlait et se tordait dans le caniveau, tandis que l'eau boueuse et écumante transformait ses cris en gargouillis. Tout flotte en bas, murmura la voix pourrie et ricanante. Puis il eut soudain un bruit affreux d'arrachement, une explosion d'angoisse, et George Denbrook perdit connaissance. Dave Gardner fut le premier sur place. Il arriva à peine 45 secondes après le premier cri, mais George était déjà mort. L'homme le saisit par le ciré, le tira dans la rue, et commença lui-même à crier quand le corps de l'enfant se retourna entre ses mains. Le côté gauche du ciré était maintenant d'un rouge éclatant. Du sang coulait dans l'égout depuis le trou déchiqueté où se trouvait autrefois le bras gauche. Des os entremêlés, horriblement brillants, dépassaient du vêtement déchiré. Les yeux de l'enfant étaient grands ouverts sur le ciel blanc, et tandis que Dave se dirigeait d'un pas incertain vers ceux qui arrivaient, courant en désordre dans la rue, ils commencèrent à se remplir de pluie.